À la sortie de l'école, tous les élèves se précipitent vers le grand portail qui les sépare d'un monde souvent synonyme d'amusement et de liberté. Les années passent et le rythme est toujours le même. On attend que la sonnerie de la fin de la journée retentisse. Mais un jour, il faut faire des choix pour son avenir, avec son lot de casseroles qui se sont accumulées parfois durant les années précédentes. De nombreuses possibilités s'offrent alors. Des chemins tout tracés, aux routes sinueuses et aux parcours mouvementés. À la sortie de l'école, on ne sait jamais ce qui va arriver. Bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école, le podcast qui met en lumière tous les parcours scolaires et comment ces derniers mènent à la vie professionnelle. Je vous invite donc à entrer dans ma conversation avec l'invité du jour, en gardant toujours la plus grande bienveillance. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille au micro de mon podcast À la sortie de l'école, une jeune femme ambitieuse et solaire nommée Soraya. À travers ses questionnements et ses nombreuses remises en question, vous allez pouvoir apprendre à la connaître par le biais de son parcours scolaire. Après un véritable choc en seconde et une réflexion sur sa manière de travailler et surtout d'aborder la question du travail, elle se met en tête d'entrer en classe prépa de lettres. Il s'ensuit alors un parcours riche d'expériences et de rencontres que je suis sûre vous allez adorer découvrir. Bonjour Soraya, bienvenue dans mon podcast À la sortie de l'école. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Anna. Alors pour commencer, je vais te laisser te présenter s'il te plaît de la manière que tu veux. Alors bonjour, moi je m'appelle Soraya, là je suis vu qu'on va parler d'études, je suis encore en master donc je suis en M1 MEF pour devenir enseignante en histoire et géographie dans le second degré. J'ai 23 ans et je pense que le reste on va découvrir après. Tout à fait, ok, super, merci. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton enfance, plutôt une présentation générale de ton cadre de vie à la naissance, voilà. Ok. Alors, mon enfance, elle a été en fait plutôt paisible. Mon cadre de vie à la naissance, un peu moins. Du coup, si je prends un ordre chronologique, donc je suis née en Algérie. Je suis la dernière d'une fratrie de 4. J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Et là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que j'ai ma grande sœur qui est atteinte d'un handicap sévère. Et autant le cadre de vie à la naissance, ça allait, parce que j'ai beaucoup de chance d'être dans une famille extrêmement aimante et bienveillante. Là où les choses se sont un peu corsées, c'est que quelques jours après mon premier anniversaire, j'ai perdu mon papa. Donc 1 an après ça, on est tous venus vivre en France, d'où ma présence ici, donc j'ai grandi en France. Et ensuite, les choses se sont heureusement très bien passées, parce que comme je disais, j'ai une famille très solidaire et du coup avec ma maman très courageuse et ses sœurs et puis toute la famille qui a été un vrai soutien pour nous, j'ai une enfance très paisible en fait, où même ce papa j'ai pas senti son absence parce que j'avais 1 an, donc il a plus manqué à mes frères et sœurs qu'à moi parce que j'ai pas eu le temps de le connaître. Et du coup voilà, je viens d'une famille plutôt modeste, voilà, classe moyenne en banlieue parisienne. Et voilà, j'ai une enfance très riche et aimante. Ok, trop bien. Et donc justement, dans le cadre donc de ta famille très aimante, où tout s'est bien déroulé, ouais. Est-ce que c'est la même chose du côté de ton entrée à l'école, de tes débuts ouais. Dans ta scolarité ? Alors, mes débuts dans la scolarité. Oui, alors j'ai eu des difficultés quand même assez jeunes, parce que ma maman n'a pas eu la chance, alors ça vient pas de sa volonté, hein, ma famille n'est pas parfaite, même si je l'adore, mais ça vient pas de sa volonté, elle n'a pas pu faire d'études. Et pour elle, justement, ce manque qu'elle n'a pas choisi, c'est quelque chose qui a motivé le fait qu'elle nous a vraiment fait la promotion constante de l'école. C'est-à-dire que moi, ma mère, la phrase qu'elle me disait, c'est « Soraya, l'école, c'est un trésor. On te le donne, si tu le perds, tu perds un coffre-fort, quoi. Tu perds un trésor, donc faut vraiment chérir et te donner du mal là-dedans. » Et ça, elle me l'a dit depuis toujours, quoi. J'ai vraiment grandi avec ce discours-là très jeune. En revanche, très petit, j'avais des soucis déjà avec l'orthographe. Je me souviens qu'il y avait... en fait, c'est de l'aide aux devoirs, mais dans ma primaire, on appelle ça le coup de pouce. Du coup, j'avais le petit coup de pouce en primaire. Et après, en grandissant, pareil, l'orthographe, c'est quelque chose qui m'a apporté préjudice très longtemps. Et maintenant, du coup, je suis extrêmement vigilante là-dessus. Où j'ai un peu peur de retomber dans ces travers-là. Mais bon, je
je m'en suis plutôt bien sortie parce que j'ai quand même fait prépa lettres ensuite. Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, ça va venir plus tard du coup, mais donc maintenant ça va. Mais ouais, jeune déjà, ça a vraiment été ça. Ça a été surtout l'orthographe qui a été difficile pour moi. Et après le reste, bah, j'étais une élève plutôt moyenne. Je me débrouillais en fait pour avoir la moyenne la plupart du temps et je passais les classes assez sereinement. Mais j'étais pas dans les têtes de classe. Et j'ai été dans les têtes de classe quand j'ai décidé de l'être au milieu du lycée. Avant ça, je pouvais avoir des très bonnes notes quand les cours m'intéressaient. Et quand ça m'intéressait pas, je me donnais pas trop de mal, ce qui rendait ma mère complètement folle. Enfin, je me rappelle qu'une fois, elle m'a crié dessus avec le bulletin qui est arrivé et qu'elle m'a dit mais si t'avais des difficultés, je te crierais pas dessus, genre voilà, je t'aiderais, on se débrouillerait et tout ça pour prendre des cours ou quoi, mais toi t'as pas de difficulté, juste tu travailles pas, tu vois. Donc elle était pas contente. Donc ouais, j'ai eu un parcours, enfin vraiment, j'étais vraiment moyenne en fait. J'avais des capacités, quand ça me plaisait, je pouvais exceller, et quand ça me plaisait pas, ma maman criait quoi. Ok, ça marche. Et justement, à l'école, au niveau de tes relations sociales, jusqu'à la Ouais. fin du lycée, tes amis, est-ce que tout s'est bien passé? Ou alors est-ce que tu as rencontré des difficultés sociales ou pas Bah, du tout? En termes de difficultés sociales, si on parle de moi, genre m'intégrer au groupe et tout, Ouais. j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Ok. Et honnêtement, c'est juste de la chance parce que j'étais très timide, c'est-à-dire que vraiment jusqu'au lycée en fait, je n'allais pas vers les gens. C'est-à-dire que si personne n'était venu me parler, je serais restée toute seule. Mais je sais pas, j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des groupes d'amis, voilà, et puis d'amis en amis, les groupes grandissent, les groupes changent et ça s'est toujours bien passé. Par contre, je pense comme beaucoup de gens, je me suis fait pas mal embêter. Ouais. À l'école, en primaire, il y a eu 2 filles, l'une qui juste disait des méchancetés sur moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à me défendre toute seule, même si ma mère était là, il n'y avait aucun souci, mais quand on est petit, on a un peu ce truc de... C'est trop la honte, quoi, si maman elle vient me défendre, faut que je me défende toute seule. Je vois. Donc ouais, en primaire, il y a eu ça, et toute fin primaire, CM2, il y a eu une autre fille, et là, en fait, à l'école, j'ai commencé à vivre des moqueries concernant mon physique. Ok. Et au collège, ça a pris une nouvelle tournure. C'est la chose où vraiment ça... Enfin, maintenant, je suis tout à fait OK avec ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est la sexualisation. J'ai été, en fait, hyper sexualisée, parce que c'est vraiment le mot au collège où moi, je connaissais rien de ça. Enfin, il faut savoir que à la maison, on ne parle pas de ça déjà. Et en plus, vraiment, moi, très tard, en fait, jusqu'à 12-13 ans... j'avais une vague idée, mais je savais pas vraiment comment on faisait des bébés, quoi. Je l'ai vraiment appris dans les cours de SVT, quoi. J'étais vraiment peut-être très naïve, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui m'était inconnu. Et j'ai entendu des choses, pas des garçons, les hormones à cet âge-là, voilà. Ouais, j'ai subi pas mal de réflexions qui m'ont... Ouais, franchement, ça n'a pas été facile, ça a été vraiment difficile, mais encore une fois, j'ai appris à me défendre. J'ai appris d'une façon assez violente en réalité, du coup, ce qu'était la sexualité, vu que ça parlait dans mon dos, tout ça. Mais du coup, très jeune, quand ma mère l'a appris, elle était un peu choquée, mais moi je trouve que c'est assez jeune, 15 ans en tout cas, j'ai commencé à être très crue, à ne plus avoir peur d'être crue, parce que justement, ces garçons qui m'hypersexualisaient, me disaient des choses, moi qui me choquaient et me blessaient en fait, je m'étais rendu compte que si j'avais un langage très cru, et que j'allais sur leur terrain, c'est-à-dire que eux parlaient de mon physique et de mes parties intimes, et je me rendais compte que quand moi je jouais dans leur jeu, quand je rentrais dans leur jeu, ça choquait quoi. Oh mon dieu, Ouais. mais Soraya c'est une petite nana, elle est plutôt discrète, elle lève la main en classe, elle est très bien élevée, très gentille, c'est pas possible, pardonnez-moi qu'elle dise zizi quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je m'étais rendu compte que j'avais cette carte, et que quand je sortais cette carte, c'était cash, mais qu'ils arrêtaient de m'embêter. Du coup, j'avais ce truc-là et ma mère ignorait totalement cette facette de moi Ok. si jeune. Mais j'ai eu ça. Et ensuite, non, après au lycée, les choses se sont vraiment calmées parce que j'ai eu des amis très bienveillants et du coup, il y avait toujours des petits idiots. Mais en fait, j'étais tellement bien dans mes groupes d'amis que je les entendais même plus en fait. Et puis, comme les gens aussi savaient, au bout d'un moment, ça finit par se répandre que Soraya. Elle a une grande gueule, si je peux m'autoriser cette expression. On m'a beaucoup embêtée. Ok. Voilà. Et t'as gardé tes amis du lycée ou pas Oui. du tout? J'ai Ok. gardé même mes amis du collège. Du collège. Ouais, Trop j'en ai bien. gardé plusieurs. Ok, ça marche.
Alors si tu veux bien, on va passer au post-bac. Ça me va. Là, on continue donc après le lycée. Est-ce que tu peux nous parler de ta première orientation? Oui, post-bac du coup. Alors en fait, mon orientation de post-bac, elle a commencé fin seconde. Ok. Parce que, comme je te disais, avant ça, je passais les années sereinement. Dans le sens où j'ai jamais été la mauvaise élève qui risque... Voilà, je passais les années sereinement, mais quand les cours m'intéressaient, j'avais des bonnes notes, et quand ça m'intéressait pas, non. Ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, à la fin de la seconde, je sais pas, j'ai eu un coup de panique où j'avais l'impression que mon orientation post-bac, c'était mon orientation de vie. Genre, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Quel métier je vais faire? Quelle vie, en fait, je vais me choisir? Alors que bon, aujourd'hui, je sais, je suis beaucoup plus détendue là-dessus. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée. En demandant à mes profs, enfin l'étudiant en fait, hein, clairement le truc l'étudiant m'a beaucoup aidé sur internet et tout, les salons, etc. Et du coup, c'est comme ça que de bouche à oreille, de salon en salon, j'ai découvert les classes préparatoires. Et en fait, je savais pas ce que je voulais faire. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire et ça me terrorisait. Par contre, je savais que j'aimais l'art, les lettres, la philo, déjà un petit, enfin très peu, mais en fait j'aimais l'histoire, mais en réalité maintenant j'aime la géopolitique, on va se mentir. Et du coup j'ai découvert ce truc-là, où des nanas m'ont dit bah écoute la prépa, c'est un endroit où les professeurs sont passionnants, où les gens que tu vas rencontrer sont riches culturellement, ils vont t'apprendre des choses folles. Et moi j'ai toujours été attirée par le théâtre, par les musées, vraiment j'avais vraiment soif d'apprendre, vraiment j'avais ce truc-là. Et j'avais peur qu'en allant à la fac, en prenant une licence qui pour moi était genre une matière, je me dis mais c'est pas possible, je peux pas choisir et me priver du reste. Et en prépa au moins il y avait plein de matières que j'aimais bien, en prépa lettres du coup ici. Par contre ces filles m'ont dit mais c'est quoi tes moyennes? Du coup je leur donnais mes petites notes qui pouvaient aller de 10 à 13, parfois 17-18 quand vraiment j'adorais la chose, mais c'était pas la majorité de mes notes, clairement pas. Elles m'ont dit écoute Soraya, par contre prépa c'est très sélectif, il faut être dans les meilleurs. Et du coup moi je dis bah ah ouais, et attendez, vous savez pas de quoi je suis capable. Et du coup en classe de première, ouais, d'un seul coup, mes moyens, tout va bien, pardon. D'un seul coup en classe de première, mes notes ont explosé parce que tout simplement je me suis vraiment mis à travailler sérieusement dans toutes les matières. Et comme ça, j'ai réussi du coup à avoir les classes préparatoires et surtout en avoir une, donc c'est Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye. Ok. C'est pas, dans les classements élitistes et tout ça, c'est pas Henri IV, c'est pas le truc incroyable, mais c'était une prépa dans laquelle j'avais été à leur porte ouverte, j'avais rencontré les professeurs, et je sais pas si c'est très... Enfin, si c'est bien ou si c'est rationnel, mais je fonctionne énormément à l'instinct et à l'affect. Et là, j'avais rencontré des gens... bon, après, c'est une porte ouverte, donc il faut qu'ils se vendent. Oui, bien sûr. Mais ils étaient tous très bienveillants, les élèves étaient super cool, et j'avais rencontré justement des filles qui étaient en réalité dans ma primaire. Ah, ok. Et qui avaient fait tout ce chemin-là, et je me disais, mais ces filles sont trop stylées, donc en fait, je vais faire comme elles, et en plus, les profs sont super intéressants. Le peu que j'avais discuté avec eux, je les avais trouvés super, quoi. Des puits de connaissances, de savoir, une grande ouverture d'esprit, j'avais adoré. Et en plus, c'était pas très loin de la maison. Donc c'était plutôt chouette. Quand j'ai vu sur Parcoursup que je l'avais, j'ai sauté au plafond, quoi. Et du coup, j'étais trop stressée d'avoir mon bac. Je me suis dit, si j'ai la prépa et que j'ai pas le bac, c'est vraiment nul. Parce que dans ma tête, c'était une option, mais je l'ai eu, donc tout va bien. Et voilà, c'est ça mon orientation post-bac. Ok. Et en termes de sélection, donc tu as parlé de Parcoursup. Et comment ça s'était passé pour toi? Est-ce que ça avait été ou il y avait des difficultés? Non, ça c'était la première année, non? Je sais plus, je saurais plus te dire. C'était le début de Parcoursup, non? C'était 2018. Ok. Et ça avait été, j'étais un peu stressée, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai mon grand frère, l'aîné, parce que j'ai 2 grands frères. Ok. Mais l'aîné est très... et là, quand j'ai besoin pour l'administration, je me réfère, c'est mon référent administratif. D'accord, ok. Pas que, mais c'est entre autres mon référent administratif, et du coup, je sais que voilà, le pauvre, c'est à partir de cette année-là où j'ai commencé à tout le temps l'appeler pour me dire « Faut que tu me relises mes lettres de motivation !» Et ça n'a jamais arrêté depuis, il relit tout. Oui, donc je me rappelle que j'avais ses conseils à lui. Je me rappelle aussi que j'avais une amie, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, pas que les autres me crient dessus, une de mes meilleures amies aussi qui, en fait, on était très proches, qui était pareil, qui planchait sur les lettres de motivation, donc on en parlait et tout ça. Je me rappelle que c'était ça le sujet, en fait, c'était lettres de motivation. C'était pas cet objet que je connaissais pas, et qui allait définir, entre autres, ça, et j'avais peur pour mon dossier, en fait. Parce qu'à partir de la première, mon dossier était très bon, mais avant ça, il était très moyen, en fait. Je me noyais dans la masse.
Donc j'avais très peur de ça. Et je pense que ça a dû être aussi pour ça que j'ai fait autant d'options au final. Ok. Comme je disais, je suis très curieuse, donc déjà au collège j'avais pris option grecque par exemple, mais je sais qu'au lycée il fallait que je sorte du lot quoi. D'accord. Du coup j'ai fait du grec, bon j'étais en spé théâtre certes, et je faisais aussi, j'étais à la web radio de mon lycée, voilà, je faisais plein de trucs. Ok, trop bien. Et je me suis survendue dans les lettres, voilà, et ça a fonctionné, donc je suis contente. Ça marche. Trop bien. Donc t'as fait une deuxième année de prépa ensuite, donc prépa AL, si C'est on ça. précise. Et ok. Et donc après la prépa, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça commence à se compliquer un petit peu. En fait, donc moi j'étais à la web radio, parce que là, ça vient de là l'histoire. Et la web radio, c'est Louison, toujours la même, hein, voilà, qui m'a tirée avec elle. Enfin, je suis allée voir ce qu'elle faisait à la web radio, j'ai adoré. Du coup, je suis rentrée moi-même dans cet asso. Et en fait, on avait fait une sortie à la maison de la radio, justement. Et j'avais adoré, et je sais pas, j'ai eu une espèce de révélation de voir tous ces gens travailler dans le journalisme, faire des... Enfin voilà, on avait même discuté avec vraiment des chefs de rédaction et tout ça. Je me disais, mais c'est un travail super, c'est trop cool. Et ado, j'avais vraiment ce truc de je vis des aventures, tu vois. Okay. Et pour moi, les journalistes, ils vivaient des aventures. Le mec me disait que voilà, son téléphone sonnait la nuit et que quand il y avait une info, fallait qu'il sorte, peu importe ce qui se passe et tout. Certaines personnes me disaient, c'est un cauchemar en fait, on te réveille la nuit pour aller taffer. Et moi, quand le mec m'a dit ça, je suis en mode, mais c'est trop bien, c'est une aventure, c'est un super héros, il se réveille la nuit, il court parce que l'aventure l'appelle, tu vois. Et j'avais aussi beaucoup ce truc où au lycée, j'ai découvert des grandes causes comme le féminisme, comme lutter contre le racisme, tout ça avec... bon, la SES, je l'ai eu que en seconde, mais j'ai découvert voilà, les inégalités sociales et tout, et les journalistes, pour moi, c'est vraiment le contre-pouvoir, quoi. C'est eux qui dénoncent les inégalités, c'est un peu des chevaliers de la justice, j'avais cette vision-là, en tout cas, très peut-être enfantine, mais en tout cas, à l'adolescence, c'est ce qui a fait que je me suis dit, bah oui, en fait, voilà, c'est bon, c'est l'évidence. Je sais ce que je veux faire. Je veux être journaliste, en fait. Okay. Je veux être au cœur de l'action, je veux être au cœur des mouvements des sociétés, de ce qui les construit, et j'ai peut-être un petit peu aussi ce truc de je sais tout, et je me suis dit, mais trop bien, journaliste, toute ma vie, je vais continuer d'apprendre, et en plus, je vais pouvoir raconter aux gens, donc j'adore. Comme peut-être ça se voit là, je suis très bavarde. Et donc ça s'est concrétisé comment ? Et donc ça s'est concrétisé en me disant, ok, mais il n'y a pas journaliste en fait en sortant du bac, ça n'existe pas, ça commence à bac plus 3. Donc il fallait combler ces 3 ans, et je pouvais pas les combler à la fac parce que voilà, cette histoire d'orientation que j'ai déjà dit tout à l'heure, donc j'ai fait prépa. Et la prépa, du coup en prépa j'ai choisi donc une spécialité, histoire-géographie, et j'avais vraiment hésité à faire une 3e année. Parce que j'ai adoré la prépa. Il y en a qui l'ont vraiment mal vécu, dans la même prépa, dans ma classe, hein. Ouais. Il y en a qui l'ont vraiment vécu comme un trauma, quoi. C'était, oh là là, l'enfer, plus de vie, etc. Alors c'est vrai, je sortais beaucoup moins, mais moi j'ai adoré ça, malgré les difficultés, malgré parfois des notes très dures, malgré, la prépa, faut pas se leurrer, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, et c'est très très exigeant. Mais pour moi c'était merveilleux, parce que tous mes professeurs étaient passionnés par leur discipline, parce que j'en apprenais vraiment tous les jours, et à tous les plans en fait, c'est-à-dire aussi bien culturellement qu'humainement, j'ai adoré quoi, tout simplement. Ok, donc t'as envisagé une année de cube, donc si j'ai envisagé on nomme... de cuber, de faire une 3e année. Voilà. Et là, est arrivé un sentiment en moi de stagner en fait, c'est-à-dire que je ne comprenais plus mes notes. Déjà, comprendre ses notes en prépa, c'est compliqué, le système de notation, voilà, tu le connais, il n'est pas évident à comprendre, c'est très difficile, parce que t'as des mauvaises notes, ou t'as des notes en tout cas très très difficiles, parce que c'est une notation concours, donc en fait, faut pas réussir l'exercice, faut exceller, être mieux que les autres. Donc c'est très dur, et là, par contre, je comprenais juste pas. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, mais j'adore mon prof de philo, si vous passez par là, je vous embrasse, mais j'avais vraiment pas compris, par exemple, en arrivant en prépa, en philo, j'avais fini ma première année en ayant 13. Peut-être que c'est rien pour vous, mais pour moi c'était super. C'est très bien, très très bien. J'avais fini avec 13 en prépa à la fin de la première année, et premier contrôle de 2e année, j'ai 9. Et sur 20, hein, précise. Et le commentaire était positif. Et il me dit, de beaux efforts, vous continuez une belle progression. Vraiment, j'ai plus les mots exacts, mais en gros, il me félicitait quoi. Et moi, je suis en mode, mais je comprends pas. Si j'ai continué de progresser, je devais avoir plus de 13, pas 9. Ouais. Et j'étais allée le voir, il était en mode, mais on est en 2e année, donc c'est plus difficile. Donc
il y a un nouveau gap, quoi. Faut t'accrocher. Et donc il y avait déjà ça en première année, mais les premiers mois, je me rappelle que ça allait. Je travaillais, j'avais des notes en conséquence, j'avais des appréciations que je comprenais, j'avançais et c'était ok. Et en fait, en fin de deuxième année, enfin milieu en vrai, milieu de deuxième année, j'arrivais plus, quoi. Fin de deuxième trimestre, parce qu'on était encore en trimestre à l'époque, j'arrivais pas. Je comprenais plus et surtout, je ne comprenais plus ce que je devais changer pour m'améliorer. Vraiment, je n'arrivais plus et ça me faisait vraiment mal. Et du coup, j'étais là, je suis bête en fait, c'est ce qui se passe, c'est tout. Ce qui n'est pas le cas évidemment, mais voilà, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et du coup, je me suis mis à remettre en cause le fait de cuber. Ok. Et en plus de ça, petits cheveux sur la soupe, est arrivé en fin d'année le Covid. Voilà, j'ai fait ma fin de deuxième année de prépa à la maison, ce qui était vraiment pas facile. Et avant même le Covid, en fait, il y avait une fille dans ma classe qui, elle, était en cube. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en prépa, il y a la première année, qui est donc en prépa littéraire, ça s'appelle Hippocagne. En deuxième année, en prépa littéraire, c'est la Cagne. Et dans cette Cagne, en fait, il y a des élèves qui sont en deuxième année et des élèves qui sont en troisième année. Donc, on est dans la même classe. Mais eux, leur statut, entre guillemets, c'est des cubes, quoi. Ils ont cubé. Et donc, dans ma classe, il y avait une fille qui avait cubé et qui avait pour ambition d'être journaliste. Et à la fin de l'année, je la vois sur les rotules, quoi, épuisée et tout. Et je fais alors ta préparation des concours, parce qu'il faut savoir que du coup, elle préparait, donc elle travaillait pour l'ENS, et elle préparait les concours des écoles de journalisme. L'ENS qui est l'école normale supérieure, exactement, qui est le concours qu'on prépare en prépa AL. Oui. Ouais. Et du coup, il y a des moyens, en passant l'ENS, de dévier vers des écoles de journalisme, comme le SABIA par exemple. Mais c'est pas toutes les écoles de journalisme, sachant qu'il y en a 14 dans toute la France qui sont reconnues par la profession. Parce qu'il y en a qui sont pas reconnues par la profession, c'est un autre sujet, je développerai plus tard si tu veux, mais bref. Et elle me dit ah non, mais en fait là je suis épuisée, l'année prochaine je retourne à la fac et je m'inscris en L3 pour passer les concours. Ok. Parce que c'est une question de niveau, les licences c'est moins exigeante que le master. Et elle m'a dit cette année je sais que j'aurai pas les concours. Et je me dis mais comment ça? Et cette fille, elle s'appelait donc Berfine, et de la voir elle qui était une fille avec une rigueur incroyable, c'est-à-dire que parfois ça m'arrivait, donc j'étais en internat, et ça m'arrivait parfois de rester à l'internat le vendredi soir parce que le samedi matin le lycée restait ouvert. Et du coup j'étais là, au moins je suis sûre le samedi matin je reste au lycée et je travaille. Mais je faisais pas ça tous les week-ends. Ouais. Cette nana le faisait tous les week-ends. Ok. Et donc voilà, c'était une fille qui avait une rigueur de fer, qui avait des bonnes notes, voilà. Et donc si elle, avec sa capacité de travail et d'investissement, me dit c'est pas possible, je me dis bon, si elle ne peut pas le faire, moi non plus. En plus là, je suis plus heureuse dans cette formation, c'est-à-dire que la prépa ça a été difficile dès le début, ça a fait mal dès le début, mais c'était si passionnant que ça compensait. Là, le pourcentage, la valeur bénéfice-risque était plus en mon avantage. Et en plus, elle m'a dit ça. En plus, il y a eu le Covid, je me suis dit ok, stop, là, il y a suffisamment de signes, je vais arrêter. Et donc, j'ai arrêté la prépa. On m'a autorisée à cuber, hein, mais j'ai pas voulu. Et je suis allée donc, à Sorbonne, c'était la fac de toute façon où j'avais mon équivalence. Parce que quand on est en classe préparatoire, du coup, on est diplômé d'une licence sans être jamais allé en université. Et donc, moi, je suis allée en université. Et là, enfin, je pense que tu veux que je développe. Oui, vas-y, je t'en prie. Et là, je suis tombée dans un de mes travers favoris, qui est me surcharger. Voilà. C'est-à-dire que je suis très curieuse et j'ai très envie... bon, on va partir sur ces trucs un peu philosophiques, mais en fait, au lycée, j'ai vraiment conscientisé le fait que la finitude de l'être humain, qu'un jour on va mourir et que donc tant qu'on est sur Terre, il faut profiter, tu vois. Et du coup, je veux faire des choses, c'est-à-dire que j'ai 24 heures dans ma journée. Pendant 24 heures, je vais kiffer, quoi. Je vais apprendre des trucs parce que peut-être que demain, j'aurai pas l'occasion de faire ça si demain je suis là. Bref, ça peut paraître morbide, mais en vérité, moi, ça m'a beaucoup poussé. Ça a été un moteur, voilà, c'est une envie, quoi. Chacun ses motivations. Voilà, en fait, j'avais soif, j'avais vraiment faim de vivre plein de choses. Et du coup, je n'arrivais pas à choisir entre mes deux spé. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais en spé histoire et géographie. Je pouvais aussi bien demander d'avoir un niveau bac+2 en géographie qu'en histoire. Et ça n'a aucun sens ce que je veux dire, mais bon. Et je m'étais dit, ah non, c'est bon, quoi, j'ai 20 ans, je vais enfin découvrir la vie universitaire, sachant qu'en prépa, je sortais pas beaucoup parce que le rythme est exigeant. Je me suis dit, je vais enfin découvrir le milieu universitaire, les assos, les soirées et tout. Je vais pas faire une bi-licence, sachant que bi-licence, c'est des horaires aménagés pour que des personnes puissent suivre deux cursus en même temps. Mais d'un autre côté, j'arrivais pas à choisir entre histoire et géographie. Donc Soraya,
petite maline. Elle s'est pas dit je vais faire une bi-licence, histoire géo, non, je me suis inscrite dans les deux. Et je me suis dit... Oui, d'accord. Je me suis dit, non, mais au début, j'avais pas l'intention de faire les deux. Je me suis dit, bon, il y en a un qui va me dire oui, l'autre qui va me dire non. Et là, on est au milieu de l'été, je fais mon petit boulot d'été, je bossais à l'époque au tribunal de Poissy pour me faire des petits sous pendant l'été, et là, j'ai les résultats qui tombent, je suis prise dans les deux. Je suis prise dans les deux licences, donc il faut que je fasse un choix. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage. Et j'étais là, mais je ne peux pas faire de choix, j'adore ces deux matières, j'adore ces deux disciplines, c'est trop difficile. Et du coup, j'ai discuté avec plein d'amis, et une amie à moi m'a mis en contact, Ilona m'a mis en contact avec un ami à elle, ou une amie à elle, je ne sais plus, mais un étudiant quoi, on va mettre du neutre, qui a fait ça, a fait 2 licences complètes. Pas bi-licence, donc pas d'horaire aménagé. Ok. C'est-à-dire, dans une semaine, il faut que la vie de 2 personnes rentre, quoi. Super. Voilà, double journée, double tout. Et je me suis dit, bon, cette personne l'a fait. En étant beaucoup trop sûre de moi, je me suis dit, j'ai fait prépa, je peux tout faire. Ouais, c'était pas une bonne idée, parce que en plus de ça, j'avais intégré une autre prépa. Alors c'est un autre style, c'est une classe préparatoire qu'on fait à côté d'une licence, qui est une prépa spécialement pour les boursiers. Alors il en existe pour les non-boursiers, mais moi la mienne du coup était gratuite. Et en plus de ça, elle finançait du coup les concours qui m'intéressaient réellement, à savoir les écoles de journalisme. Cette prépa du coup finançait mes concours, parce que pour passer le concours des écoles de journalisme, il faut payer. Okay. Et comme il y en a 14, si tu veux en passer beaucoup, ça chiffre vite. Oui. Toutes les écoles n'ont pas le même prix, donc ça va voir si ça vous intéresse, je vous laisse vous renseigner. Et donc il y a 2 prépas de ce type qui existent en France. Il y a la prépa La Chance, et il y a la prépa Égalité des chances, et c'est celle dans laquelle moi j'ai été admise. Donc c'est Égalité des chances, c'est celle qui est rattachée à l'ESJ Lille, donc, l'école de journalisme de Lille. Et du coup j'étais trop contente, voilà, j'ai réussi parce que oui, pour entrer dans la prépa il faut aussi faire un concours, enfin c'était sur dossier, donc mon dossier a été accepté, mon oral je les ai passés, on m'a sélectionné, et petite fierté quand même, ils sélectionnaient 20% de tous les candidats. Ouais. Donc j'étais super fière de moi quand j'ai réussi. Sauf que du coup, la petite Soraya, elle s'est engagée dans une année à faire 3 formations en même temps au final. Hein. Oui. Voilà, parce que du coup, le SJ Lille, c'était... Alors je sais plus si c'était... Je sais plus combien de nombre de semaines, mais en tout cas, à la rentrée, on avait déjà 2 semaines où on ratait les cours, et on devait rattraper. On avait 2 semaines en présentiel à l'école de l'ESJ de Lille. Ok. Et le reste de l'année, toutes les semaines, on avait des travaux à rendre, parfois des cours, des visios, on avait un rythme de fiches parce qu'on fichait l'actualité est très riche et il faut tout ficher, hein. L'économie, l'international, les faits divers, voilà, c'est des concours exigeants quoi. Et donc je suis là-dedans et je me dis non mais je vais le faire, voilà. C'est mes travers, j'ai tendance à faire ça, c'est pas bien. Et donc je l'ai fait et je sais plus quand, mais je pense arriver décembre, un truc comme ça, mais au bout de quelques mois c'est pas possible en fait de faire 3 formations en même temps. Tu ne dors pas, voilà. Oui. Et en plus de ça, mes deux licences étaient à la Sorbonne, mais pas sur le même campus. Donc j'avais 30 minutes de trajet entre les 2 campus. Compliqué. Voilà, et j'étais sur les rotules, ça marchait pas, et je voulais réussir les concours. Donc je suis désolée, Madame Justin, ma professeure de prépa, ne m'en voulait pas, mais j'ai abandonné la géographie. Voilà. Voilà. J'ai abandonné la géographie. Honnêtement, ce qui a motivé mon choix, c'est le campus. Hein. C'est parce que vraiment, j'ai jamais choisi entre les 2 matières. Je les aime les 2 pleinement. Mais le campus d'histoire à Sorbonne Paris 4, c'est un super beau campus. On est à la Sorbonne-Mer, on dirait Poudlard, on est au milieu du quartier latin. Voilà, c'était la meilleure vie. Près de chez Gibert. Exactement, il y en a plein. Voilà, c'était super. C'était super jusqu'à ce qu'on soit confinés à nouveau en fait. Et oui. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma L3 à distance. Du coup, adieu Poudlard. Hein. Poudlard, j'y suis allée juste pour les partiels. Oui, je fais partie des élèves qui n'ont pas fait grève et qui sont allés passer leurs partiels. Voilà. Mais je vous soutiens, ceux qui ont fait grève. Désolée. Et aussi, ce qui m'a vraiment peinée, enfin, ça m'a vraiment fait du mal, hein, ce confinement. Je pensais pas le vivre aussi mal, hein, honnêtement. C'est que pareil avec cette prépa, franchement la prépa Égalité des chances, si vous pouvez y aller, faites-le quoi, c'est génial, c'est super. Mais du coup, parmi toutes les choses que nous offrait cette prépa, on devait visiter les locaux de France Télévisions, rencontrer plein de gens, parce que le journalisme c'est un milieu qui marche beaucoup par le réseau quand même. Donc voilà, c'était nous donner un coup de boost,
à justement des personnes qui viennent soit de campagne, dans tous les cas de milieu modeste, parce qu'il fallait être boursier, c'était une condition pour rentrer dans cette prépa, mais avec des profils très très variés. Hein. Aussi bien des jeunes de banlieue que des jeunes de campagne, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, mais les jeunes étudiants en campagne, mais quand je dis campagne, c'est campagne profonde, hein, où il n'y a pas de bus, où il y a pas de... Voilà, où il faut faire des kilomètres pour avoir une métropole et tout ça, et pour avoir en fait tout simplement une université. C'est-à-dire que quand tu as plusieurs heures de route à faire pour aller à ton université, il faut que papa-maman puisse te payer un logement près de l'université, parce que c'est très difficile. Il y en a qui font aussi les études à distance, ça c'est un vrai sujet. Mais du coup, voilà, on avait des profils extrêmement variés dans cette prépa, c'était super intéressant. Et du coup, le but, c'est qu'effectivement, quand tu viens de ces milieux-là, t'as pas forcément du réseau. Hein. Pas forcément évident de décrocher un stage à France Télévisions, à Radio France ou à n'importe quel média, c'est vraiment pas évident, quoi. Du coup, cette prépa, c'est vraiment un vrai coup de pouce, une vraie chance, en fait, de découvrir ce milieu et d'avoir une réelle aide. Et à cause du Covid, on n'a pas eu les visites, hein, on n'a pas eu le réseau. On a eu nos profs, quoi, pour nous faire du réseau, nos profs et nos... comment on appelle ça ? Nos parrains-marraines, quand on tombait sur des bons parrains-marraines. Ouais, la mienne n'était pas super non plus. Mais voilà. Ok, ça marche. Désolée, je suis très bavarde. Mais non, pas de souci. Et en termes d'expérience professionnelle, vis-à-vis du journalisme, tu m'avais parlé de certaines choses. Est-ce que tu pourrais développer comment tu as réussi à les obtenir ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, voilà. Alors, bon, la prépa de Lille, je vous adore, mais ma tutrice était pas top. Pas ma tutrice, ma marraine, pardon. Je me rappelle que justement la directrice de cette formation, donc égalité des chances, était pas du tout contente et lui avait parlé pour qu'elle soit un peu plus avec moi d'ailleurs. Et donc en fait, cette prépa fonctionne avec... donc pour cette prépa, ils nous donnent des cours pour nous expliquer comment fonctionne une rédaction, qu'est-ce que c'est un réd-chef, qu'est-ce qu'un réd-chef, quelles sont les vraies différences entre la radio, la télé, la presse écrite, c'est quoi un reporter, c'est quoi être reporter de guerre, quels sont les différents... Enfin bref, je vais pas refaire tout le truc, mais on nous donnait énormément de savoir et de choses qu'on connaît, enfin que moi en tout cas j'ignorais beaucoup de choses qu'on ignorait sur le métier, aussi bien sur la forme que sur le fonctionnement en termes de carrière, quoi. Et c'était super, parfois on nous lâchait, on avait une journée ou quelques heures pour finir de faire un reportage, le proposer, tout. Enfin, c'était génial, vraiment l'aventure, j'adorais. Donc on avait des cours, ils nous aidaient à ficher, ils nous donnaient de la méthode en fait, parce que moi c'est pour ça que vraiment les classes préparatoires, je trouve que c'est génial, et ceux qui se sentent le courage de le faire, faut pas hésiter à y aller, parce que ça paraît bête ce que je vais dire, mais apprendre, c'est pas quelque chose d'aussi évident, et avoir une méthode de travail, ça s'apprend. Ouais. Et que ce soit la prépa littéraire ou la prépa de Lille, c'est des choses qu'on nous donne et c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous papa et maman qui vont vous apprendre à faire des fiches. Ouais. On peut mal ficher, ça paraît bête, mais c'est pas des choses qu'on a tous. Et en tout cas, moi, les prépas, je suis tellement chanceuse d'avoir vécu ça, quoi. Ça a été un vrai plus dans ma vie, en fait, en général, hein, vraiment, parce que ça te donne une méthode de travail folle. Ouais. Et donc, on avait ça, donc des cours, de la méthode, des tests, des évaluations pour nous entraîner, des oraux blancs, des concours blancs, voilà, donc super. Parce que ces concours, on peut les passer en candidat libre, hein. C'est pas obligatoire de faire une prépa. Donc nous, on avait ce truc-là en plus, quoi, c'était super. Et puis aussi, on avait, en réalité, ça peut paraître bête, mais sur nos CV, on mettait aussi qu'on venait de ces prépas, et du coup, les gens... En fait, c'était à la fois un bonus et à la fois un malus. C'est-à-dire que c'était un bonus parce qu'ils se disent, enfin les écoles se disent, ah, c'est des élèves qui s'y connaissent déjà un petit peu, quoi. Ils savent comment fonctionne le métier un petit peu, mais d'un autre côté, ils disent, ah, ils savent comment ça fonctionne ? Super, on va leur poser des questions bien costauds, quoi. Ok. donc c'est à voir, mais en tout cas, moi j'étais super contente d'avoir vécu ça. Et une des autres choses qu'offrait donc cette prépa, c'est donc le financement des concours et l'accompagnement d'une marraine ou d'un parrain. Et moi, ma marraine avait relu mes lettres de motivation, etc. Mais m'avait pas forcément mis en contact avec des personnes ou quoi pour avoir un stage. Okay. Et c'est vrai que nous, en prépa, on nous avait beaucoup briefé cette année-là pour nous dire attention, vos parrains marraines, c'est pas des distributeurs de stages. Okay. Et en vrai, c'est quelque chose que j'entends. Je comprends tout à fait, enfin, ce sont des humains, et voilà, il y a la discussion, et honnêtement, moi, ce qui m'a beaucoup enrichi, et ce qui m'enrichit en général dans ma vie, je trouve, c'est de discuter avec les gens. C'est leur parcours, etc. Puis voilà, un concours, c'est aussi... c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc tenir sur la distance, c'est pas évident. Et les tuteurs, oh là là, qu'est-ce que j'ai avec le mot tuteur, excusez-moi. Les parrains et les marraines avaient aussi ce rôle-là de soutien psychologique, c'est vrai. Mais il n'empêche que quand je regarde les gens que je connais qui ont fait des stages,
dans le cadre de ces prépas pour boursiers, tous, hein, alors, peut-être que je suis biaisée, peut-être que ce que je dis est faux, mais en tout cas de mes connaissances, de mon expérience subjective et personnelle, tous les gens que je connais qui ont eu un stage pendant ces prépas, c'est grâce à leur tuteur. Ok. Moi, j'en ai pas eu. Ok, super. Voilà. Et vraiment, pourtant, j'ai fait des pieds et des mains, quoi. J'ai envoyé par tous les moyens possibles des candidatures. J'ai essayé juste de parfois de discuter, en fait, avec des journalistes, parce que on voit les journalistes ou les stars comme des gens inaccessibles, parce que oui, certains journalistes, pour moi, c'est comme des stars, vraiment, voilà. Mais en fait, non, parfois, ils répondent, voilà. Donc, faut pas hésiter, faut y aller. Et j'ai fait des pieds et des mains. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, ce qui était possible. J'ai passé des heures, quoi. Des journées même, en réalité. Et malgré tout, j'ai pas réussi à obtenir de stage, quoi. C'était toujours négatif. Et en fait, c'était pas la faute à pas de chance, c'était que y avait le Covid, quoi. Donc on fait pas rentrer beaucoup de gens en rédac, et les rédacs étaient vides, surtout. Ok. Et donc, malheureusement pour moi, l'année passe, je passe les concours, je sais plus combien d'écoles j'avais passé, 7 ou 8, un truc comme ça. Ok, énorme. Ouais. Énorme, mais bon, moi je me disais, écoute, je paye pas, fonce. C'est vrai, Sachant qu'il y a des écoles, c'est... Alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois pas. Ça commence à remonter un peu, donc j'espère pas dire de bêtises, mais à l'époque, il y avait des concours, c'était certains gratuits, certains 30 balles, et d'autres c'était une centaine d'euros. Ouais. Donc 100 € pour qu'on te dise non, ça fait mal quand même. Et quand on passe plusieurs, ça chiffre. Encore plus, ouais. Voilà, faut additionner. Et du coup, je passe les écoles, et malheureusement, ça ne marche pas. Je crois que cette année-là, j'avais eu un seul oral. Si je dis pas de bêtises, j'avais eu l'école de Tours. Ce qui est déjà bien. Oui, bon, on peut dire que c'est déjà bien. Moi, j'étais pas contente, mais moi, j'avais eu en oral, c'est déjà ça. Donc, j'avais eu l'école de Tours. Et à l'oral, il faut savoir que good cop, bad cop, dans les jurys, ça arrive très souvent. Ils essayent de déstabiliser tout ça. Enfin, moi, une fois, en oral blanc, on m'avait posé une question faussement provocante, un peu nulle, mais en fait, pour nous préparer, la question, c'était... excusez-moi, comment on passe de Sartrouville à Saint-Germain-en-Laye ? Ah oui, ok, voilà, je vois. Parce que Sartrouville, ville de banlieue avec une cité un peu chaude, à Saint-Germain-en-Laye, la ville avec le grand château et les gens aisés. Et en fait, à l'oral blanc, j'avais juste rigolé, mais pas vulgairement, pas voilà, de façon un peu intelligente tout de même. Okay. J'avais juste rigolé et j'avais dit par le RERA, et ensuite j'avais expliqué plus sérieusement. Et j'avais été félicitée pour cette réaction qui est c'est vrai. Smart. Et du coup, j'ai pas eu ce genre de réflexion le jour du vrai oral. Okay. Par contre, un des jurys m'a dit écoutez, c'est bien mignon tout ça, mademoiselle, mais en attendant, vous avez aucune expérience. Et je disais, je sais. Mais en fait, avant ça, j'étais en prépa. Voilà. Et pendant les concours, il y avait le Covid. Bref. Et donc, je sais pas si c'est que à cause de ça, sûrement pas. Oui, peut-être mais que j'étais juste pas à la hauteur, mais en tout cas, moi, c'est la seule chose que j'ai retenue parce que, pour beaucoup d'écoles, on n'a pas de retour. Certaines en donnent, faut attendre un moment, je crois, mais je suis même pas sûre, et il y en a beaucoup qui donnent pas de retour, quoi. Oh ouais, c'est abusé. Voilà. Et du coup, je me dis, ok, tu sais quoi, j'ai raté, c'est pas grave, j'ai pas d'expérience, maintenant je vais en avoir. Je dépose un dossier de césure à l'université de la Sorbonne. Ok. Un dossier de césure, c'est en fait prendre un an. Tu sais ce que c'est ? Oui. Ok. Tu veux... Non ? Ouais, aussi, vas-y, explique. Ok. Comme ça, ce sera clair. Donc une année de césure, en fait, c'est faire promouvoir, en fait, tout simplement, un dossier auprès de ton université qui, tu demandes à ton université de t'accorder un an de pause dans ton cursus scolaire, soit parce que tu doutes de ton orientation, donc je sais pas, tu fais de l'histoire et là tu hésites à tenter de la géo mais tu veux pas tout lâcher, tu fais une année de césure, tu fais ta petite année de géo ou d'histoire, ce que tu veux, si ça te plaît, tu continues ou pas. D'autres, c'est pour par exemple monter une entreprise. Certains, ça peut être un voyage, mais dans tous les cas, il faut que ça ait un but professionnel ou universitaire, quoi. Tu peux pas dire je vais faire un voyage pour faire un voyage. Ok. Et du coup, t'as fait quoi pendant cette année de césure ? Et du coup, moi j'ai pris une année de césure pour repasser les concours. Je me suis dit là, j'ai un an, je vais faire que ça. Et ils m'ont dit que j'avais pas assez d'expérience. Très bien. C'est nickel parce qu'en fait, la césure, ce qu'elle offre et qui est merveilleux, c'est qu'elle ne te sort pas du système scolaire. Donc, tu es toujours étudiant. Et moi, par exemple, je m'étais inscrite dans un master de recherche. D'accord. Et donc, mon directeur de recherche était toujours, entre gros guillemets, mon professeur référent. Et donc, pour avoir des stages, c'était beaucoup plus simple. En fait, il est possible d'avoir des stages sans être étudiant, mais c'est un parcours du combattant administrativement, c'est très compliqué.
Que moi, non, c'est bon, j'avais j'avais le petit site de la Sorbonne, je faisais mes conventions et ça roulait. Enfin, je dis ça roulait, j'ai quand même passé 2-3 mois sans rien. Ok. Voilà. Sachant que l'administration française et l'administration des facs étant ce qu'elle est, jusqu'à mi-septembre, je ne savais pas qu'on avait validé mon dossier de césure. Ok. Et j'ai tout fait dans les temps, je tiens à préciser. Oui, on te fait confiance là-dessus. J'ai tout fait dans les temps, mais mi-septembre, je ne savais pas. Donc moi, mi-septembre, je m'étais dit, bon bah voilà, je suis dans un master de recherche, je vais faire mon master de recherche et je tenterai les concours soit en parallèle, soit... Enfin, je sais pas comment je ferai, mais voilà. Et mi-septembre, alléluia, mon dossier de césure est validé, donc j'arrête d'aller en cours à la Sorbonne et je commence à chercher des stages. Ouais. Enfin, je continue en réalité à chercher des stages. Oui. Ce qui a été un vrai coup dur pour moi, c'est que cette année-là, qu'est-ce qui s'était passé ? Je crois que alors je sais plus si j'avais perdu ma grand-mère ou si elle était en train de mourir, mais ça n'allait pas. D'accord. En tous les cas, en tout cas dans ma vie personnelle, familiale, j'étais très... j'étais cœur ouvert, j'avais très très mal. D'accord. J'étais très très triste parce que j'étais en train de perdre ma grand-mère et perdre quelqu'un de proche c'est difficile, mais elle, il faut savoir qu'elle vivait chez nous. Okay. C'est une femme qui m'a élevée. Vraiment. D'accord, ouais. Donc c'était extrêmement douloureux pour moi. Et je vais donc passer... j'essaye d'avoir toujours une prépa pour me financer, encore une fois, ces concours. Ok. Je peux plus faire égalité des chances. Enfin, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais je me suis dit, j'ai fait égalité des chances, autant tenter l'autre formule qui existe, qui est la chance. Je crois que c'est avec le CFJ, si je dis pas de bêtises, mais je suis plus sûre de ça, donc ça va vérifier. Ça marche. Et donc, je vais à Paris et je passe l'entretien, quoi. Et là, je tombe sur un jury. Oh mon Dieu! Il y avait 2 femmes et un homme. Et une des femmes était... Enfin, bad cop, c'était pas bad cop, quoi. Elle était odieuse, vraiment. Et mon oral était de piètre qualité. Et j'ose m'excuser et dire, je suis vraiment désolée, mais voilà, là, je suis en train de perdre un de mes proches. Donc, telle info, une question qu'elle m'avait posée, je lui dis, ça m'a échappé. C'est vrai que cette semaine, je suis un peu moins à cheval sur l'actu, quoi. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de réponses auxquelles beaucoup de questions auxquelles j'avais les réponses. Okay, t'avais du répondant et j'avais quand même taffé, faut pas déconner, quoi. J'avais quand même beaucoup de trucs et tout. Okay. Et ce qui m'a vraiment fait mal, c'est qu'elle m'a dit oui, enfin, écoutez, mademoiselle, le travail, c'est le travail. Hein. Mort ou pas mort, l'actualité, ça se travaille. Mais la honte sur elle. Ah ouais, là là. Et je suis sortie, il faut savoir que j'ai fait prépa. Donc en classe préparatoire, en tout cas dans les miennes, j'ai vu des gens pleurer, quoi. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils avaient des mauvaises notes, parce qu'on leur avait dit un mauvais mot, parce que les profs en prépa parfois peuvent être très et puis il y a de la violence verbale en prépa. Voilà. Donc voilà. Et honnêtement, j'étais tombée dans une bonne prépa où c'était pas trop... ça allait, quoi. Et moi, non. C'est-à-dire que moi, je vais pas mentir, en prépa, j'ai lâché 2-3 larmes, mais c'est parce que c'était des larmes de fatigue et de stress. Mais c'était pas des larmes de « Oh là là, le méchant professeur, il m'a dit que j'avais raté » ou « Oh là là, j'ai une mauvaise note ». Parce que, comme en primaire et au collège, j'étais une élève moyenne, je sais ce que c'est avoir une mauvaise note. Oui. Je sais que ça me définit pas et je m'écroule pas à cause de ça. Mais là, pour la première fois, à cause du mot d'un jury, je suis sortie de cette prépa et j'étais en plein milieu de Paris, devant une bouche de métro sur un rond-point et je sais plus si je téléphonais à ma mère ou à une amie et j'ai fondu en larmes. Tu te rends compte ce qu'elle m'a dit? Comment est-ce qu'elle a osé et tout? Enfin, j'ai fondu en larmes, j'étais dévastée. Mais bon, c'est le jeu que j'ai perdu, donc j'ai pas eu cette prépa, hélas, et donc j'ai passé les concours toute seule. Et donc pendant cette année de césure, j'ai préparé les concours toute seule. Après, bon, on va se mentir, j'avais déjà une méthodologie, j'avais déjà fait un prépa, j'avais déjà du réseau, je me suis fait moi-même mon petit groupe, enfin j'ai intégré en réalité un petit groupe qui existait déjà, qui préparait les concours. Donc comme ça, on s'aidait dans les fiches, parce que ficher l'intégralité de l'actu, c'est du boulot et c'est quotidien. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jour férié. Et voilà, et c'est difficile, et aussi avoir un groupe avec lequel travailler, faut vraiment pas sous-estimer l'aspect mental des concours. Donc ça nous aidait, voilà, quand il y en avait une qui avait un petit coup de mou, il y avait toujours l'autre pour la tirer vers le haut, donc c'était chouette. Et pendant cette année de césure, du coup, j'ai réussi tant bien que mal à obtenir 4 stages. Super. De 2 mois chacun, si je me trompe pas. Et les premiers mois, c'était vraiment difficile, j'arrivais pas honnêtement à décrocher des stages malgré tout ce que je pouvais faire. Et c'est pas un automatisme, c'est pas une fatalité, mais très souvent le premier stage tu l'as grâce à du bouche à oreille, reconnaissance. C'est clair. Et du coup moi c'était un oncle qui n'est pas du tout du milieu, mais qui connaissait quelqu'un
quai du milieu. D'accord. Et du coup, ce journaliste avait été adorable et vraiment pendant 2 mois, voilà, il me boostait, il me conseillait. Et en fait, il a fait plus que me conseiller dans le sens où il faisait plus que relire. Hein. Ouais. Il ne faisait pas que relire mes lettres de motivation et tout ça. Il m'aidait là-dessus, certes, mais en fait, il donnait en main propre mes CV. Ouais. Et en fait, c'est pas la même chose quand tu reçois un mail parmi les dizaines de mails de gens qui veulent faire des stages que quand t'as un collègue qui te dit écoute, cette nana, je la connais, c'est une étudiante sérieuse et tout, prends-la. Voilà, le poids n'est pas pareil aux yeux de la personne qui va t'employer, quoi. Ok. Et donc les stages se sont bien passés. Ouais. Et donc grâce à ce monsieur, j'ai pu faire mon premier stage au Parisien. Super. C'était trop cool, j'ai adoré. Du coup, j'étais en presse quotidienne régionale, donc moi c'était juste Paris Intramuros. D'accord. Et c'était trop cool parce que c'était un petit stress, mais en fait c'est l'adrénaline de voilà, Oui. t'as envie de faire les choses bien. Et voilà, t'arrivais le matin, fallait pitcher un à plusieurs idées, c'est beaucoup mieux. Ouais. Plusieurs idées d'articles, fallait convaincre ton chef, fallait convaincre la rédaction. Et ensuite, voilà, tu sors le matin. Si c'est un reportage par exemple, parfois c'est de l'actualité très chaude qui se passe dans la journée. Ouais. Tu sors le matin, à 17h, ton article il est posté. Donc il est relu, sans faute d'orthographe, tous les témoignages sont faits, les sources sont vérifiées, les photographies, enfin ça paraît bête mais c'est beaucoup de travail. Et puis il faut que en plus comme je suis stagiaire et que j'ai 0 expérience, comme on me l'a bien rappelé, il faut que le chef valide quoi. Ouais. C'est du taf et c'était incroyable, j'ai adoré. Est-ce que tu peux juste nous dire les 3 prochains stages que tu as fait, où est-ce qu'ils étaient juste Ok, voilà. je te fais court. Alors du coup, le second stage, c'était à Réservoir Production. D'accord. Qui appartient à une société de production qui s'appelle Media One. D'accord. Qui produit plein de contenus divers et variés. Pour les trucs un peu famous, Media One, ils ont aussi par exemple fait le reportage sur Orelsan. Ok. Pour les plus jeunes, ils produisent Ladybug. Ok. Et ils produisent aussi des reportages. Moi, je travaillais pour une émission pour France 2, qui est une émission... Actualité divertissement. D'accord. Ça commence aujourd'hui. C'est une émission de témoignage. Ok. Voilà, et j'ai adoré. C'était trop cool. Incroyable. J'ai pu monter une émission. Tous les invités là, c'était moi. C'était super. J'ai adoré. Et puis en plus, j'ai rencontré plein de gens. J'ai découvert comment aussi faire une carrière. Parce que là, du coup, c'était pas le service public, ça restait des médias. Mais c'était une société de production. Mais cette société de production, elle produit aussi tous les C'est dans l'air, c'est à vous, tout ça. Ok. Et ça reste de l'actu, quoi. Ça reste du vrai travail de journalisme. Je me dis, mais c'est génial en fait la production. Ok. Et puis qui sait, peut-être un jour, genre, je produirai des reportages, ou voilà, des trucs comme ça. Donc j'ai adoré, c'était une expérience folle. C'était vers Boulogne, si je me trompe pas. Ok. Troisième stage, pardon. C'était à France 24. Ok. Bon, déjà là, quand ton CV commence à avoir des noms de médias dedans, tu trouves des stages beaucoup plus facilement. Ouais. Et là, alors, pour le stage, je vais faire court, excuse-moi, désolée, j'essaye de faire Mais court. non, t'inquiète, vas-y. Pour le stage, du coup, à Media One, ce qui avait fonctionné, enfin, la dame m'appelle et elle me dit alors comme ça, vous avez fait le SJ Lille ? Et moi, je suis en mode ah non, je suis pas diplômée de l'ESJ Lille, j'ai fait leur prépa, mais j'ai de l'expérience. Et en fait, vraiment, c'est ça qui a fait qu'elle m'a rappelé au final. Mais ça a fonctionné, elle m'a donné ma chance et je lui suis extrêmement reconnaissante. C'était une expérience de fou. Et ensuite, France 24, déjà j'avais un très bon CV, de l'expérience, et j'avais une amie là-bas. Donc pareil, super. C'est toujours du bouche à oreille et tout ça, donc j'avais une amie là-bas, stage de folie. Bon alors ce qu'on y faisait peut paraître pas passionnant, à savoir qu'on était en charge du décompte du temps de parole des politiciens pour les législatives. Super. Voilà, des candidats pour les législatives. Donc c'est pas la chose la plus passionnante, mais en fait travailler dans des rédactions comme France 24, c'est juste incroyable. Parce que en fait dans les locaux de France 24, il y a RFI et d'autres médias qui sont des médias internationaux. Donc c'est super, tu rencontres des gens qui ont fait des reportages fous à travers le monde, des grands reporters, tu vois des politiciens étrangers passer, t'es en mode ok, super, le Premier ministre, je dis une bêtise, du Congo à côté de moi, ok, enchanté monsieur, voilà, enfin bon, on lui parlait pas évidemment, oui, bien sûr. Il n'y a pas le temps pour nous, mais c'était fou quoi, et d'avoir ces débats avec des gens, des grands journalistes et tout, voir les différents parcours de vie et puis même leurs histoires quoi, ils sont tellement riches d'expérience, c'était fou de savoir, ils ont un savoir fou, c'était incroyable. Voilà, et puis pareil, t'as les fêtes, ça peut paraître bête, mais on était en fin d'année, donc t'avais les fêtes d'entreprise, c'était génial, c'était incroyable, j'adorais cette expérience. Et puis t'apprends du métier, t'apprends comment le montage fonctionne, comment la production fonctionne, enfin, c'était fou, j'ai adoré. T'apprends aussi, quand je dis hiérarchie, c'est pas négativement, mais dans le sens où
quand tu connais tes supérieurs et tu connais les postes, t'apprends aussi quel sens peut prendre ta carrière. Donc ça te donne des envies, tu vois. C'était merveilleux. Et le tout dernier stage, du coup, c'était à RMC. Ok. On va pas parler d'orientation politique, hein. Je suis allée parce que j'avais besoin d'expérience en radio et parce que aussi RMC, moi du coup j'ai travaillé dans le service sport. J'avais un petit boulot, à savoir que en télévision et en presse écrite, c'est plus facile de vraiment mettre la main à la pâte et de faire une production parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va vérifier après toi avant que ce soit publié. D'accord. Donc ça rassure les rédactions. En radio, c'est de l'instantané, c'est du réel, c'est pas du podcast, il n'y a pas de montage, t'y vas. Donc c'est plus difficile, donc malheureusement j'ai pas réussi à travailler directement en micro, j'avais juste un petit travail, je travaillais au standard en réalité. Ok. Mais encore une fois, moi ce que je voulais c'était avoir de l'expérience et encore une fois parler aux gens. Ouais. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas, tu vois et t'apprends comment fonctionne une rédaction. T'apprends comment fonctionne l'enregistrement, comment fonctionnent les machines et voilà ce que moi j'avais négocié parce que là du coup c'était pas un stage, c'était un CDD d'ailleurs. Ok. Et ce que j'avais, négocié très rapidement, hein. J'ai demandé à la dame des RH, est-ce que je peux, je dis moi ce que je cherche c'est un stage, vous me rémunérez comme un CDD. Je prends, évidemment. Oui. Mais moi ce que je veux en fait c'est pouvoir mettre mon nez un peu partout. Évidemment j'embête personne, je veux pas vous empêcher de travailler, mais je veux pouvoir aller dans les étages, assister à des émissions, pouvoir poser des questions, pouvoir savoir comment marchent les micros, les logiciels de montage et tout ça. Si vous m'autorisez à faire ça, je suis tout à fait d'accord et je viens à l'heure que vous voulez pour travailler. J'aime rester en plus, elle m'a dit oui, et c'était une expérience pareil super. Je suis tombée sur une super équipe, un peu cliché, mais il y avait quasiment pas de meufs, que des garçons parce que le sport, et c'était super. Voilà, c'est la fin de mon année de césure. Ça marche. Et après ça, concours. Concours, c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Et du coup, après ça, concours, et malheureusement, ça n'a toujours pas fonctionné. J'ai passé du coup plein d'écoles que j'ai financées, toute seule, comme une grande fille. Et j'ai eu cette fois-ci 2 euros. Et celui où j'ai été le plus loin, du coup, c'est... Ah mince, j'ai plus le nom. C'est celui de Dauphine, l'école qui est rattachée à Dauphine, et l'IPJ. J'espère que je dis pas de bêtises, mon dieu, je veux me faire shamer par les gens qui s'y connaissent, moi j'ai oublié, voilà. Mais du coup, il me semble que c'était l'IPJ et j'étais sur les attentes. Et du coup, tu croises les doigts, mais malheureusement, je suis restée sur les attentes. Ok. Voilà, c'est le plus loin que j'ai été. Ça marche. Donc cette année, qu'est-ce qui se passe ? Que fais-tu ? Est-ce que t'es en phase avec tes études actuellement ? Est-ce que tu te sens bien ? Vas-y, raconte-nous. Je me sens super bien. J'ai fait ta rencontre, donc ça va super. C'est clair. Alors, après cette année où j'ai raté les... Alors c'est un lien, je suis au présent, n'aie pas peur. Mais après cette année où j'ai pour la 2e fois raté les concours, je me suis toujours pas découragée, je me dis je recommence. Ok. Mais j'ai perdu la grand-mère qui me restait. Ok. Et j'ai développé une maladie de peau. Ok. Ça paraît bête, une maladie de peau, ça paraît pas grand-chose. Mais quand tu as des cicatrices partout sur le corps et en réalité des plaies ouvertes, partout, que tu ne peux pas t'habiller parce que tu ne supportes aucun tissu sur toi et que donc tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas mettre de chaussures aussi, je pouvais pas, vraiment je pouvais pas bouger. Ça m'a fait perdre énormément de temps sur, du coup, après l'année de césure, j'ai repris mon master et en fait j'ai perdu tellement de temps et d'heures de cours que je devais rattraper. À côté de ça, je travaillais pour le journal de la Sorbonne. Journal étudiant, mais quand même, ça reste du boulot. J'écrivais certains articles et j'étais chargée de communication pour ce journal. Je faisais un mémoire de recherche. Je travaillais en tant que surveillante, AED, assistante d'éducation, dans un collège. Ça fait beaucoup d'activités en même temps. Encore. Toujours mes travers. Et quand en plus de ça, t'as un décès dans un pays étranger, donc pour moi en Algérie, où j'ai fait 2 allers-retours, c'est 2 allers-retours où tu travailles pas en fait. C'est 2 allers-retours où quand tu rentres en France, en plus du deuil, tu dois gérer tout ce que tu as rattrapé, plus le mémoire qu'il faut assurer, plus les cours et les rendus. J'ai pas géré, et la maladie qui en plus me prenait encore une fois du temps, je prenais trop de retard. Et j'ai craqué, je me suis dit en fait stop, mon corps me dit d'arrêter, ce serait peut-être temps de l'écouter. Et donc j'ai tout arrêté. Et là, c'est une année blanche, c'est pas une année de césure. Et en fait, ça a été hyper salvateur parce que j'ai découvert ce que je voulais. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis si bien, au final, je pense. Et je me suis rendu compte, en fait, en étant surveillante, qui est pas le métier le plus facile du monde. Oui, tout à fait. Que, en fait, j'adorais être en établissement scolaire. En plus de ça, j'étais à Sartrouville, donc j'étais pas dans le collège, j'étais pas en ZEP, quoi, ça va.
mais j'étais quand même dans un établissement avec des élèves de tout niveau, de toute classe sociale et de tout parcours, avec des élèves qui ont des vraies difficultés. Et j'ai trouvé ça génial. Pas qu'ils sont en difficulté, j'aimerais qu'ils soient tous heureux, j'aimerais qu'ils soient tous super heureux, mais que en fait tu te sens utile. Oui, parfois c'est difficile, parfois c'est dur parce que ils sont pas tous respectueux, parce que les journées sont longues, parce que c'est gérer des problèmes en fait, ton quotidien. Mais en fait, quand t'arrives à aider un gamin, tu te sens tellement bien. Et c'est pas. Une fois, il y a une petite que j'adore qui m'a dit j'ai pas besoin de toi et tu vas pas te valoriser en m'aidant. Et c'est violent. Ouais, t'es si jeune pour me dire ça. Et en même temps, j'étais là en mode, mais c'est fou, est-ce que je fais ça pour ça? Et en fait, non, même pas, parce qu'il y en a, il y a des élèves où en fait, je sais qu'ils m'aimeront pas, parce que la discipline, mais je sais que ce que je fais, c'est bien pour eux. Ouais. Et en fait, j'attends pas de la reconnaissance de leur part, juste j'essaye de faire des choses bien et de les aider. Et en fait, c'était vraiment ça ma motivation. Et je me suis dit, mais attends, moi, mon objectif, c'est d'être journaliste. Et une fois que ma carrière serait bien installée, c'est d'enseigner le journalisme. Ouais. Donc c'est l'enseignement, en fait. Et je me suis dit, en fait, il faut savoir que l'enseignement, c'est quelque chose que j'avais envisagé. Mais ma maman, pensant bien faire, m'a dit une phrase jeune qui est mais l'enseignement, ma mère est adorable, hein, mais elle m'avait dit l'enseignement, c'est un métier génial, surtout pour une femme. C'est super parce que du coup, quand t'auras des enfants, t'auras les vacances en même temps qu'eux et tout. Et moi, ado, féministe, très revendicative, je suis en mode quoi? J'aimais la vie en fait, je me définis pas en tant que femme, je me définis en tant qu'individu hyper complexe, donc je fais pas ce métier. Et j'ai fermé cette porte. Ouais. Et là, plus grande, avec plus de maturité, je l'ai rouvert très vite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pareil, quand t'es surveillant, tu t'aides les enfants à faire leurs devoirs, ça n'a rien à voir avec donner un cours. Mais malgré tout, voir le déclic, tu vois dans les yeux de l'enfant que ça y est, il y a la lumière qui s'est allumée, il a compris. Ouais. Et te dire qu'en lui tenant la main, t'as réussi tu lui donnes pas la réponse, mais tu lui fais, tu crées le cheminement, tu lui donnes, voilà, tu lui montres le chemin pour qu'il trouve la solution. Je trouvais ça super, j'ai adoré. Et je me suis dit, écoute, si j'ai survécu en étant surveillante, en donc gérant des problèmes, la plupart du temps, pas que, hein, parfois il y a des moments géniaux et c'est pour ça que j'ai aimé ce métier aussi, hein, vraiment, il y a vraiment des moments super. Et je suis tombée dans un établissement super aussi, hein, voilà, mon collège, le collège Colette, voilà, j'étais très bien entourée aussi. Après, dans tous les milieux, il y a des gens bien, des gens pas bien, mais j'étais quand même très très bien entourée. Je me suis dit, là, je vais être professeure, je ne vais pas les avoir toute la journée, je n'aurai que quelques heures, même si ça reste des heures très prenantes, je vais aimer ça en fait. Je vais être utile et en même temps aussi je serai... ce que je vais dire est vrai que dans une certaine mesure, mais je serai moins proche d'eux que ne peut l'être un CPE par exemple, ou un surveillant, qui, surtout les CPE, connaissent la vie des enfants en fait. Ils sont au courant de ce qui se passe à la maison la plupart du temps. Et en fait c'est très dur parce que quand t'as des enfants qui se font battre à la maison, moi j'en ai fait des cauchemars en fait. J'en rêvais des enfants qui venaient avec des bleus et je me suis dit oh mon dieu mais on n'a pas su les protéger, tu vois. Donc c'est très difficile et je me dis qu'en tant qu'enseignante j'aurai un rôle là-dessus, mais mon rôle premier ça va être de leur apprendre des choses et évidemment que s'il y a un problème on va le régler, hein. Je dis pas que les enseignants n'aident pas les enfants battus, pas du tout, au contraire les enseignants comme beaucoup de gens dans les milieux scolaires ont un rôle d'assistante sociale malgré eux. Et je suis très admirative de tous ces gens qui font un travail incroyable. Et donc c'est pour ça que je me suis orientée vers le Master MEF. MEF, ok. Voilà, je suis désolée, je suis très très bavarde, mais voilà, pas du tout, c'est mon cheminement. Et donc donc Master MEF, comme j'ai fait SP Histoire Géo et que j'adore ces disciplines, Master MEF Histoire Géo. Comme j'ai fait AED en collège, Master MEF second degré, donc pour enseigner en collège et en lycée, c'est le master dans lequel je suis actuellement. Et j'adore, tout simplement. J'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe ce M1? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des stages? Ok, bien sûr. Alors, le M1, il y a plein de choses à faire en même temps. Donc, comme c'est un master qui prépare à des concours, on a des enseignements sur les questions au programme. Donc, les questions au programme, on en a en histoire géo et en géographie, 3 thèmes différents par matière. Ça fait 6 questions à connaître, à maîtriser. Voilà. Donc, 6 espaces géographiques différents, 6 échelles différentes, 6 temporalités différentes. Enfin, voilà, c'est beaucoup de travail, il faut maîtriser tout ça. En plus de ça, on a des cours de didactique, de pédagogie. Pour vulgariser, c'est apprendre à être prof, apprendre à enseigner, en fait, comment gérer une classe, pourquoi choisir tel et tel document, comment construire un cours, et comment l'adapter aux élèves qu'on a en face. Parce qu'on va pas enseigner de la même façon à un enfant de 11 ans en 6e
qui est un terminal de 18 ans. Voilà. C'est clair. Donc on a ce cours-là. Et on a des cours en plus que là j'ai fini, que je ne ferai plus jamais, qui sont des cours d'épistémologie pour vulgariser, c'est l'histoire de la science. Tu me corriges, je vulgarise un peu. Bah, l'histoire de l'histoire et C'est ça. l'histoire de la géographie. C'est ça. Donc ici, donc, la science géographique et historique, c'est comment évolue la science, comment elle s'est construite, pourquoi, voilà, par qui. Donc on a eu des cours là-dessus, c'est fini, on a été évalués, on les aura plus. Et on a eu aussi des cours d'anglais. Et pareil, ça c'est bon, c'est validé, on les aura plus. En plus de tout ça, on a aussi beaucoup de projets. Ah oui, sachant que les disciplines que je cite, c'est pas juste pour les citer, c'est qu'on a des devoirs à rendre dessus, quoi. On a des cours et on a des rendus, des évaluations, tout ça. Et en plus de ça, on a aussi des projets. Bah là, par exemple, c'est la semaine prochaine, je crois, on est évalué sur un projet interdisciplinaire, à savoir comment est-ce que les profs de sport et l'histoire géo peuvent faire quoi ensemble. Parce que oui, ils peuvent. On a des stages, on a plein de projets différents. Et du coup, pour les gros, si je dois catégoriser les choses qui vont valider notre master, on a donc des concours blancs, on a des stages à faire, où on fait des rapports à chaque fois, on a les cours de didactique, et on a une chose merveilleuse, qui dit master dit mémoire. Voilà, un mémoire à rédiger sur 2 ans. La première année, l'objectif c'est de faire l'état des lieux en fait, de la littérature scientifique qui existe sur le thème qu'on a choisi. Et ensuite, ce thème-ci, donc moi, je garde toujours un peu le journalisme dans mon cœur. Donc moi, c'est voilà, comment les enfants abordent les médias et comment apprendre à un public du secondaire, à appréhender les médias et surtout à identifier le vrai du faux. Et pour ça, je vais utiliser un média qui est le leur. Alors moi, au début, je voulais vraiment faire tous les médias. Et on m'a dit, Soraya, tu n'auras jamais le temps. Concentre-toi sur le média populaire chez les jeunes. Je dis chez les jeunes, ça y est, je suis officiellement vieille. Et qui est donc TikTok. Et donc moi je travaille là-dessus. Comment apprendre aux enfants à utiliser ce média et à pas tomber dans tous les travers qu'on connaît. Et donc là en M1 je dois faire l'état des lieux de la littérature qui existe dessus. Et toujours en gardant le prisme histoire et géographie hein, évidemment. Et en M2 du coup on doit appliquer ça. Donc faire un cours, vraiment dans mon cas, faire un cours où j'enseignerai aux élèves à utiliser, entre guillemets, correctement TikTok, à faire la part du vrai et du faux. Voilà, et donc l'année prochaine, on continue à travailler donc ces questions programmes parce que l'année prochaine, en mars, on passe le concours pour donc être fonctionnaire, donc pour avoir le CAPES, pour enseigner dans le secondaire. Et on a aussi notre soutenance du mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Concernant les stages, cette année, on a 3 stages. À chaque fois, ils ont une durée de 2 semaines. Et l'année prochaine, c'est différent. L'année prochaine, en fait, ça va se jouer tout au long de l'année. On aura 3 jours, si je ne me trompe pas, 3 jours de cours en université et 2 jours de stage en établissement. Que ce soit au collège ou au lycée, on ne sait pas encore où est-ce qu'on sera affecté. Et donc moi, j'ai une petite particularité. Je pense que c'est ça que tu voulais que je développe. J'ai une petite particularité dont je ne suis pas peu fière, même si j'ai pas énormément de mérite. Hein, c'est surtout ma directrice de master qui m'a beaucoup poussée. C'est que en fait, initialement, je ne devais pas faire de master MEF. Je devais aller en école de journalisme, c'était le plan. Et du coup, le plan aussi, c'était que j'adore voyager, je suis très curieuse des autres, en fait, de l'autre, et des cultures, des pays qui sont différents. Et du coup, j'ai toujours voulu étudier à l'étranger. Mais alors, moi, de base, je voulais pas faire un voyage, quoi. Je voulais étudier à l'étranger plusieurs mois, voire 1 an. Sauf que dans ce master MEF, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est un master qui prépare à être fonctionnaire, c'est en France. Donc il n'y a pas d'autres universités à l'étranger qui proposent ça, enfin je crois. Et du coup, malgré tout, je suis curieuse et en tout début d'année, j'écoute une conférence sur Erasmus, sur les échanges à l'étranger. Donc Erasmus, c'est les échanges dans l'Union Européenne, quoi, si je vulgarise. Et là j'entends, tiens, dans cette conférence, des nanas qui prennent la parole, des étudiantes, et qui disent, nous on est en master MEF, et qui posent leurs questions. Et je me dis, mais elles sont en master MEF. Moi aussi je suis en master MEF. Sauf qu'en fait, elles sont en master MEF, oui, mais elles sont en master MEF pour faire professeur de langue. Donc oui. Ça fait sens de partir à l'étranger. Et moi, faussement candide, je vais voir ma directrice de master, qu'on embrasse, qu'on adore, Madame Knapik. Et je lui dis, oui, j'ai entendu dire qu'on pouvait partir faire un stage à l'étranger, comment ça se passe et tout ça. Et elle me dit, écoute, t'es bien le premier à me dire ça, je sais même pas si ça existe. Je dis, est-ce que vous pouvez regarder si ça existe? Et elle regarde, et elle a fait plus que regarder en fait, hein. Elle a été à des réunions, je lui ai vraiment, voilà.
C'est une dame qui, il faut savoir, qui est très occupée, hein, qui a beaucoup de casquettes et qui a été adorable et a pris le temps de contacter les bonnes personnes dans l'administration de l'université, d'aller à des réunions, d'essayer de me dégoter des budgets pour partir, etc. Et grâce à elle, à une autre dame, en fait je cite leur nom mais je sais même pas si elles sont d'accord, mais à 2 autres personnes, donc je vais donner que leur prénom, on ne peut pas les trouver. Donc grâce à Eva et à Fanny, donc l'une qui fait qui s'occupe de notre partie pédagogique et qui est rattachée à l'académie, et l'autre personne qui, si je ne dis pas de bêtises, gère beaucoup de choses administratives au niveau des masters et qui a été en contact avec le service international de la fac. Grâce à ces 3 femmes, on a pu créer quelque chose qui n'existait pas, à savoir les échanges à l'étranger pour faire nos stages en première année. Et donc grâce à elle, j'ai pu partir 2 semaines faire un stage en Espagne. Qui s'est très bien passé. C'était le feu. Ok, trop bien. Est-ce que, là on va passer à la petite conclusion du podcast. Merci beaucoup pour toutes tes confidences et tout ton parcours que là t'as déroulé. Merci. Si tu devais conclure, pour les personnes qui nous écoutent, quels conseils donnerais-tu en lien avec ta scolarité qui pourrait aider les personnes, par exemple, dans leur réorientation, dans leur questionnement vis-à-vis de leurs études? La première chose dont je voudrais parler, je vais faire court parce que c'est une conclusion, c'est le syndrome de l'imposteur. Peu importe vos notes, peu importe d'où vous venez, peu importe ce qu'on vous dit, vous êtes capable, d'accord ? Il faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que moi, on m'a pas mis des bâtons dans les roues, mais quand j'ai dit que je voulais faire prépa, on m'a pas encouragée, quoi. Et j'ai quand même une prof qui m'a dit « Ah, ouais, bah écoute, tu perds rien à essayer. » Bon, quand on me dit ça, ça m'encourage pas de ouf, quoi. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être avec des parents, avec une mère, une famille et des amis qui m'encouragent énormément, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous n'avez pas cette force-là, il faut la trouver en vous-même, de vous dire que vous êtes capable. Parce que c'est vrai, rien n'est impossible. Il y a une phrase, je sais plus d'où ça vient, mais rien n'est impossible à qui travaille, essaye et ne se décourage pas. C'est-à-dire que tant que vous êtes vivant, recommencez. Faut savoir faut aimer ce que vous faites, hein, pour ça, il n'y a pas de secret. Mais en aimant ce que vous faites et en travaillant, rien n'est impossible, faites-le, allez-y. Moi, jamais je n'aurais pensé pouvoir faire des stages au Parisien, à France 24, c'était incroyable, et pourtant je l'ai fait. Donc rien n'est impossible. J'ai réussi à créer un stage, enfin pas moi, mais ça n'existait pas, n'empêche cet échange-là, et grâce à beaucoup d'aide, j'ai réussi. Donc travaillez, ne vous découragez pas, ayez confiance en vous. Et ensuite, les 2 autres choses, c'est vous renseigner. Aujourd'hui, on a énormément de chance, on a tous au moins un téléphone et internet. Ouais. Renseignez-vous, cherchez, il y a toujours une solution. C'est jamais facile, hein. Il faut des sacrifices. Voilà, parfois il faut dire non à des soirées, parfois il faut travailler plus que les autres, mais c'est comme ça, il faut pas se décourager, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, ayez confiance en vous, cherchez les solutions et demandez de l'aide. Ça, vraiment, c'est quelque chose, encore une fois, que beaucoup de gens ne font pas. C'est pas une honte, en fait, hein, de demander de l'aide, c'est normal, on vit en société. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, c'est qu'on vit en société, on a tous une responsabilité les uns envers les autres. Vous ne devez porter personne, et personne ne travaillera pour vous. Les efforts, c'est à vous de les donner. Mais l'aide, ça existe. Entourez-vous de gens bienveillants, et encore une fois, renseignez-vous, croyez en vous, et vous arriverez où vous voulez dans votre parcours scolaire et professionnel. Faites quelque chose qui vous plaît, et donnez-vous les moyens, ça va le faire. Super. Merci beaucoup, Soraya. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces confidences. Merci de m'avoir invitée. Je vous remercie d'avoir écouté mon tout premier podcast de À la sortie de l'école et j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je vous invite à aller consulter ma page Instagram nommée À la sortie de l'école afin de découvrir lorsque les nouveaux épisodes paraîtront. Je vous souhaite une très belle journée. Anna!